Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info pour un tour d'horizon de l'actualité de ce dimanche 24 septembre. Un dimanche synonyme de journées européennes du patrimoine. De très nombreux sites étaient ouverts aujourd'hui au public dans tout Monaco. Reportage complet à suivre. Hugo Mikalev reste invaincu depuis le début de sa carrière professionnelle. Le boxeur monégasque a battu hier soir sous le chapiteau de Fontvieille le Tchèque Denis Bartos par KO dès le premier round. Le boxeur français Sofiane Oumia a quant à lui décroché le titre mondial des légers WBA continental. Cette semaine s'est tenu à Monaco le premier sommet de la gastronomie durable, une union sacrée des grands chefs sur les enjeux de l'alimentation et pour faire évoluer notre façon de penser la nourriture. C'était à l'initiative d'Alain Ducasse. Derrière le chef monégasque, toute une jeune génération souhaite s'engager pour plus de durabilité derrière les fourneaux, à l'image d'Omar Diab fraîchement étoilé et qui sera notre invité. Une exposition événement a ouvert ses portes au Palais Princier. Elle est consacrée à Pablo Picasso. Nous vous emmènerons la découvrir. Et puis la chronique Ceux qui font Monaco sera consacrée à une station-service historique de Monaco, la station-service Lorenzi. Vous avez peut-être remarqué l'afflux très important de personnes en principauté aujourd'hui. La raison, les 28e journées européennes du patrimoine. Monaco participe à ces journées depuis 1996 et ce dimanche, plus de 50 sites ont ouvert leurs portes au public. Le reportage de Frédéric Elion sur des images de Lionel Bernardi. Quand on évoque les lieux iconiques de Monaco, le Palais Princier arrive souvent en premier parmi les réponses. Pas étonnant donc de voir une file d'attente dès 10h ce matin pour la visite des grands appartements dans le cadre des 28e journées européennes du patrimoine. Un public nombreux et curieux est venu se balader dans les différentes salles mythiques du Palais Princier. On voulait justement découvrir l'intérieur du palais puisque on réside sur la Côte d'Azur, mais on n'a jamais l'occasion d'y rentrer. Et là, c'est un petit peu plus calme pour hors saison pour pouvoir en profiter. Et on n'est qu'au début, donc là, c'est un très beau parcours. On en a profité déjà pour visiter le palais qu'on voulait faire depuis très longtemps. Et ça vaut vraiment le détour, c'est magnifique. Et on a fait aussi la cathédrale. Et on a le projet, si on peut, de faire aussi l'Opéra Garnier. Qu'est-ce que tu en as pensé justement là, de cette visite du palais ? Il y a beaucoup de tableaux avec beaucoup de détails, donc c'était vraiment très joli. Autre bâtiment emblématique sur le rocher, celui du Conseil national. Au programme, une visite guidée avec découverte de l'hémicycle, de la bibliothèque Prince Albert Ier et des différents étages, avec même un atelier de confection de barbageant. Ici au Conseil national, c'est voir un petit peu la démocratie en marche, puisque c'est voir le fonctionnement du Conseil national, avoir une explication sur comment est-ce que tout cela fonctionne, quel est le rôle des conseillers nationaux, quelle est leur histoire, l'histoire du Conseil national, et puis aussi évidemment voir le bâtiment, puisque c'est un bâtiment éco-conçu. Et puis, tant qu'à faire, vous pouvez aussi voir l'exposition dédiée au Prince Régnier, et qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Et si vous ne pouvez pas venir aujourd'hui, eh bien écoutez, le Conseil national reste ouvert pour faire visiter l'exposition dans les heures de bureau classiques. 53 sites ont ouvert leurs portes au public ce dimanche. Dès 8h30, les serres du centre botanique du jardin exotique accueillaient les premiers curieux. 2 visites guidées étaient ensuite prévues à 10h et 14h. Ici, on se trouve dans la serre mexicaine, donc on commence un peu à parler du Mexique, de l'importance de la famille des cactacés pour le Mexique, parce que c'est une famille expressément du Nouveau Monde. Donc on ne trouve pas de cactus en Afrique, en Asie. Donc c'est pour ça qu'on a, et un peu le Mexique, c'est la patrie de la famille des cactacés. Après, on passe toujours sur le premier étage, on passe à l'abri américain, donc on peut voir voilà, des cactus des Andes, de l'Amérique du Sud. Et dernièrement, on a la serre afro-malgache au deuxième étage. Voilà, l'Afrique, le Madagascar. La giornata del patrimonio. Ho saputo che è tutto gratis qua a Monaco oggi. È una giornata stupenda. Il posto è fantastico. Je suis passionnée d'écologie, j'ai fait une maîtrise d'écologie et là c'était une occasion rêvée de voir les serres surtout. Voilà. Il programma di visitare i posti più possibili, ho visto che ci sono 50 posti aperti, molto interessante. Carton plein donc pour ces 28e journées européennes du patrimoine en principauté. Cette année encore, beaucoup de monde est venu découvrir la richesse et la diversité du patrimoine monégasque.
Et en parallèle de ces journées s'est déroulé tout au long du week-end le festival d'art contemporain Les Visiteurs du Soir. Pour cette deuxième édition, plusieurs lieux proposaient des expositions. Au Collect MC, le travail de nombreux artistes était présenté. Un reportage d'Émilie Terrasson et Alban Gingembre. Un voyage dans l'univers des créatures, de mythes et du rêve. Au cœur de cet espace d'art, 7 artistes exposent leur travail. Ils incitent à développer l'imaginaire du public. J'ai réalisé ces 72 dessins pendant 72 matins, à la place d'Armes plus exactement à Monaco. C'est un lieu qui m'inspire du fait des couleurs, des accents et des paysages sonores qui sont sur place. Donc c'est vraiment aussi une transposition du contexte via l'âme qui ressort sur le papier et sur le dessin. Plusieurs endroits de la Principauté ont accueilli tout le week-end les amoureux de l'art. Parmi eux, le Collect MC propose de découvrir des artistes peu représentés. On souhaite donner cet espace aux jeunes artistes, faire rencontrer des artistes de l'international avec des artistes du territoire. Donc c'est très important pour nous de leur donner cet espace-là. Et le Festival d'art contemporain vient soutenir notre travail. Donc c'est pour nous vraiment un grand honneur de faire partie de ce circuit. Au cœur du Festival d'art contemporain, l'objectif est de favoriser le dialogue entre le public, les artistes et les différents lieux artistiques. Il y a plusieurs temps forts dans le week-end et chacun va un petit peu là où il veut en fonction de ce qu'il a envie de faire. Voilà, donc il y a certains événements qui sont sur inscription, d'autres non. Voilà, chacun en fait est libre d'aller où il le souhaite. Pour cette deuxième édition du festival, 13 lieux ont ouvert leurs portes. Les œuvres du Collect MC sont visibles sur réservation jusqu'au 30 septembre prochain. Vous étiez peut-être devant votre écran hier soir sur Monaco Info pour suivre en direct une grande soirée de boxe sous le chapiteau de Fontvieille. Et il aura fallu attendre la fin de soirée, voire le début de la nuit, pour assister à la victoire fulgurante du monégasque Hugo Micallef. Fabien Bonilla et Damien Seigle, vous étiez aux commentaires et vous n'avez pas loupé une miette de cette soirée incroyable. Oui, Patricia, c'est ça. Ça a été une soirée incroyable. On est avec Damien. On a commenté cette soirée, ces heures de boxe. Il y avait une dizaine de combats avec à la clé. Mais vraiment la cerise sur le gâteau, là. Un KO incroyable d'Hugo Micallef. On n'aurait jamais pu rêver mieux. Premier round, premier combat professionnel à Monaco d'Hugo. On est tellement fiers de lui. Il n'y a pas de mots pour ce qui s'est passé ce soir, tout simplement. Donc, voilà. Surtout qu'en plus, c'est pas un puncher à la base. Il commence à prendre un peu de puissance, de plus en plus de puissance, mais c'est pas un puncher. Là, premier round, un KO face à un boxeur qui n'est pas un faire-valoir, qui est le champion de son pays, de République tchèque. Il a la ceinture nationale. Ouais. Il avait enchaîné beaucoup de KO aussi. Sur 2 victoires, il avait mis 7 KO. C'est un boxeur qu'on connaissait très offensif. Il démarrait de suite très fort. Voyez Hugo là justement qui est là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Hugo a installé sa boxe de suite. Il s'est mis au centre du ring et a appuyé sur tous les coups. Et Bartos n'a jamais pu mettre la marche avant, tout simplement. On écoute justement, alors Hugo il est vraiment collé, on écoute un extrait de l'interview qu'il nous a donné juste après le combat. Et puis on se retrouve après. Qu'est-ce que tu nous as fait, Hugo? J'ai fait ce dont... Enfin, je me suis entraîné pour ça, ça fait des mois. Ça fait des mois que je m'entraîne pour ça, pour faire une performance devant mon public. Je l'ai dit, je l'ai précisé que je voulais performer devant mon public. Je l'ai dit sur Instagram, je l'ai dit en interview. Ouais, mais au bout du premier round, là, il reste encore une minute, plus une minute. Je voulais performer devant mon public, je l'ai dit, donc voilà, je l'ai fait. Un homme qui tient ses promesses, dis donc. Ouais, toujours. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a fait là déjà de monter sur le ring avec toute la population ici qui t'accueillait? C'est la meilleure sensation de combat de ma vie. C'est-à-dire que j'ai fait des centaines de combats maintenant, mais en tant qu'amateur et pro. Là, c'était la meilleure sensation d'entrer sur le ring de ma vie. Même quand j'étais sur le ring et que je bougeais, de sentir mon public avec moi, les gens qui m'aiment. Wow, c'était incroyable. J'ai vraiment senti, je pense que ça m'a donné la patate pour faire ce que j'ai fait au bout de quelques secondes. La suite, peut-être, avant. La suite, c'est les JO, c'est les qualifications. Dans l'immédiat, c'est le 16 novembre à Las Vegas. Le 16 novembre à Las Vegas? Raconte-moi. Je ne pouvais pas le dire. C'est une news. Mais non. Ouais, c'est le 16 novembre à Las Vegas au T-Mobile Arena, dans une soirée Top Rank, donc de mon promoteur. Incroyable. Et donc voilà, c'est booké et là on part là-dessus pour l'instant et ensuite les qualifs bien sûr.
Voilà donc le combat d'Hugo, mais on peut parler aussi du combat de Sofiane avec une ceinture WBA intercontinentale. Ouais, c'était un combat exceptionnel aussi qui s'est terminé par un KO face à un solide argentin qui n'a pas démérité. Oui. Et Sofiane a montré une boxe mais totalement exceptionnelle. Il a gagné tous les rounds, il a été précis, ça a été puissant, ça a été méthodique, ça a été vraiment exceptionnel. Je l'ai dit tout au long de la soirée. Super soirée. J'ai jamais vu une soirée comme ça à Monaco et il faut vraiment que ça se refasse. C'est ça, à renouveler. Parce que la boxe est vraiment en train de renaître grâce à cet événement. Et tellement fier d'être ici ce soir. Voilà, Patricia, une expérience à renouveler. C'est peut-être ce qu'on peut dire pour conclure cette séquence. Très bien, merci Fabien, merci à tous, merci à tous les téléspectateurs. J'ai envie de dire qu'ils ont attendu jusqu'à très tard, oui. Parce que Hugo est passé très tard et pour très peu de temps. Ça me rappelle un peu les combats que faisait Mike Tyson. Et on s'endormait juste 5 minutes avant. On s'endormait avant et quand on ouvrait les yeux, en fait, c'était déjà fini. C'était fini, voilà, exactement. Donc, voilà une super soirée. En résumé, c'était une super soirée. Vous venez de l'entendre, l'autre héros de la soirée, c'est le boxeur français Sofiane Oubia. Le triple champion du monde amateur a battu l'Argentin Nicolas Ariel Blanco pour un titre international des légers. Et il vise déjà plus loin, nous l'écoutons. C'est un travail acharné, c'est vrai qu'allier la boxe olympique et la boxe pro c'est compliqué. Mais justement à travers mon parcours j'essaie de montrer que c'est possible de performer dans les deux. Aujourd'hui j'ai 2 objectifs, Paris 2024 et essayer de monter rapidement dans les classements. Donc voilà, aujourd'hui je remporte la ceinture. Sans te ceinture. couper, tu es déjà numéro 4 français aujourd'hui, je pense que tu vas passer numéro 1 d'ici peu. Donc le chemin est... Le chemin il est tracé, maintenant à moi de faire les causes, de travailler pour justement pouvoir y arriver au bout de mon objectif, de mes rêves. Objectif JO donc pour Sofiane Oubia. Toujours au chapitre sportif du week-end, Charles Leclerc a pris la 4e place du Grand Prix de Formule 1 du Japon. Il est 6e au classement du championnat du monde des pilotes, très largement dominé par Max Verstappen, vainqueur au Japon. La semaine à Monaco a été marquée par la tenue du premier sommet de la gastronomie durable à l'initiative d'Alain Ducasse. Les préoccupations des grands chefs ont ainsi permis d'initier une réflexion autour d'une cuisine en phase avec les grands enjeux environnementaux. Omar Diab a 31 ans et il est l'une des valeurs montantes de la cuisine, tout juste auréolé d'une étoile dans le restaurant qui porte son nom à Paris. Il est notre invité. Bonsoir Omar Diab. Bonsoir. Cette semaine s'est tenu à Monaco le premier sommet de la gastronomie durable. Vous faites partie de la jeune génération montante de chefs étoilés. Vous êtes sensible à cette nécessité d'aller vers plus de durabilité en cuisine ? Complètement. Je pense que aujourd'hui, ça va de soi. On est obligé de réfléchir à tout ça. On est obligé de l'inculquer à nos équipes et on est obligé de l'inculquer et de l'expliquer à nos clients. Alors, je sais que vous apportez un soin tout particulier, notamment à votre choix des matières premières. Hein. Énormément. On travaille beaucoup plus de produits de la mer que de viande, on va dire. Mais pareil, sur les produits de la mer, on respecte les saisonnalités. Moi, je travaille en direct avec les pêcheurs et marailleurs, ce qui fait que les poissons tous les jours ne sont jamais les mêmes. On n'a pas de poisson écrit sur la carte, par exemple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez venir manger du rouget, demain, ce sera de la lotte, et hier, c'était du lieu jaune. Ça change tout le temps et c'est à nous de nous adapter. Et pour moi, c'est indispensable. Et on passe que par des producteurs à circuit court, et ce qui fait qu'on maîtrise vraiment toutes les matières premières qu'on met dans les assiettes. Et pour moi, c'est super important vis-à-vis de nos clients. Et pour respecter les saisons, par exemple, là nous sommes entrés dans la saison automnale. Que peut-on déguster de saison dans votre restaurant actuellement ? En ce moment, on a plein de choses parce qu'on est dans le début de l'automne, mais on est encore dans la fin de l'été. Donc là, c'est les 2 saisons qui se croisent. Donc vous pouvez manger les tomates, comme on peut manger les champignons. On a les premiers cèpes qui viennent d'arriver. En poisson, on est sur du rouget, du lieu jaune actuellement. On a les premières figues qui sont arrivées actuellement. Donc là, pour le coup, pour les cuisiniers, je pense que c'est la meilleure saison. C'est-à-dire que tous les produits sont disponibles et on a de quoi faire marcher notre créativité, on va dire. Alors, j'ai lu que lorsque l'on obtenait des étoiles, cela facilitait aussi peut-être les choses parce que vous avez accès à des producteurs d'encore meilleur rang et peut-être encore plus de choix, c'est cela ? Oui et non, pas forcément. Je pense que c'est surtout la mentalité du chef qui, dans sa manière de travailler, je pense que même dans certains restaurants qui ne sont pas étoilés, on peut en trouver aussi de très bons produits. Après, bien sûr,
chacun dans ses, dans ses prix, hein, qu'on se le dise. Mais non, je ne suis pas forcément d'accord avec ça, mais je trouve que ça soit dans un bistrot, une brasserie ou un restaurant gastronomique étoilé, on se doit d'être transparent avec nos clients et surtout on se doit de respecter les saisonnalités et surtout d'échanger un maximum avec les producteurs avec qui nous travaillons, qui sont eux à même et mieux placés pour nous, entre guillemets, dans nous guider dans notre manière d'approcher toutes ces matières premières et de pouvoir les partager aux clients. Donc la durabilité en cuisine, ce n'est pas une utopie, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté, d'état d'esprit. Et pour moi, aujourd'hui, enfin voilà, comme vous l'avez dit, ce week-end avait lieu le premier sommet à Monaco. Et puis, je pense que ça doit, et on doit en parler à tout le monde et surtout à toutes les générations. Donc, moi, en tant que chef, c'est un devoir de le transmettre à mes équipes et qui, demain, eux, le transmettront à leurs propres équipes. Et pour moi, oui, aujourd'hui, je pense qu'il faut en prendre conscience. Pour parler plus particulièrement de vous, Omar Diab, votre inspiration en cuisine, vous la puisez dans votre histoire familiale notamment? Un petit peu, oui. Il y a quelques clins d'œil à mes origines égyptiennes. Après, elle va être surtout très axée sur les sauces et les condiments, qu'ils soient végétales ou animales, et toujours avec ce fil conducteur qui est l'acidité. Donc, on se sert de ça, mais je ne vais pas chercher des produits ailleurs. Les produits sont essentiellement et 100% français. Même si je dois utiliser des produits qui viennent d'ailleurs, je m'arrange toujours pour voir avec mes maraîchers et réussir à cultiver ces mêmes produits sur nos terres en France. Par exemple, je fais faire pousser de la feuille de corette, qui est une feuille qui ressemble à de l'épinard, un croisement avec de l'oseille. Et du coup, c'est une feuille qu'on retrouve que au Moyen-Orient. Et au lieu de l'importer, on a réussi à en faire pousser à Cahors-sur-Seine, en Île-de-France. Vous êtes fraîchement étoilé, que peut-on vous souhaiter maintenant? Une deuxième étoile, l'ouverture de nouvelles tables? À quoi rêve-t-on lorsque l'on est un chef de 31 ans qui est déjà au firmament? On rêve que ça dure, surtout. C'est déjà beaucoup. Donc, que ça dure. Et puis, s'il y a d'autres étoiles, ce sera avec grand plaisir, mais pourvu que ça dure. Et bon, on sera ravis de suivre tout cela, en tout cas, à distance depuis Monaco. Merci beaucoup, Omar Diab, d'avoir été notre invité. Avec plaisir, à très bientôt. Depuis le 16 septembre, le Palais Princier accueille une nouvelle exposition. Elle est consacrée à Pablo Picasso, mais en mettant en lumière une partie de son œuvre un peu moins connue et centrée sur l'Antiquité. En voici un avant-goût avec le reportage de Chrisinda Thomel. Incontestable protagoniste de l'art moderne, Pablo Picasso s'est intéressé tout au long de sa carrière à l'héritage des cultures antiques, grecques et romaines. C'est à la fin du XIXe siècle qu'il découvre les œuvres de l'art classique et c'est en visitant les sites archéologiques de Pompéi, de Naples et de Rome en 1917, alors que la Première Guerre mondiale ravage l'Europe, que Pablo Picasso s'intéresse tout particulièrement de près à l'art de l'Antiquité gréco-romaine. Une exposition qui dévoile donc des œuvres inédites et peu connues de Picasso et qui met en lumière les voies radicales empruntées par l'artiste pour repenser l'héritage du monde classique à travers les sujets, le style et les matériaux, rejetant ainsi le dogmatisme et la vision idéalisée de la tradition académique. Il y a un certain nombre d'œuvres qui relatent cette passion qu'avait mon grand-père pour l'Antiquité, pour le classicisme, et qui sont des œuvres assez touchantes parfois, d'hommes regardant une femme, de mères avec un enfant, et qui retracent un petit peu très brièvement, mais avec beaucoup d'intérêt, son attachement à ses racines méditerranéennes, puisque l'Antiquité se passe là, sous nos pieds. Et Picasso a beaucoup apprécié cette ville, cette région, le sud où il a vécu. Pablo Picasso et l'Antiquité offrent donc un théâtre à la pensée de Picasso sur la survie, sur la lisibilité et la malléabilité des artefacts anciens, par-delà les soubresauts de l'histoire et de la dégradation des objets. Une exposition qui explore aussi les thèmes de la ruine et du déclin, mais aussi ceux de la résilience et du renouveau. Une exposition que vous pourrez visiter jusqu'au 15 octobre au Palais Princier. D'une exposition à une autre, vous pouvez découvrir à la GM Design Gallery une exposition baptisée
Pérou. Elle retrace l'histoire et les mythologies péruviennes à travers les photos de l'artiste Mariano Vivanco. Cette étape monégasque précède une grande exposition au musée d'art contemporain de Lima au printemps 2024. C'était hier soir le grand retour des apéros-concerts à l'espace Léo Ferré après 4 années d'absence dues en partie à la crise Covid. 3 groupes se sont produits, les Dedicate, Blabla et les Rabataroka, avec sur scène quelques visages bien connus à Monaco et de la très bonne musique comme vous allez l'entendre. C'était les Rabataroka, nos Rolling Stones à nous. Et ceux qui font Monaco, c'est justement le titre de notre nouvelle chronique de rentrée. Chrisinda Thomel part à la rencontre des acteurs de l'économie locale, certains depuis peu et d'autres depuis très longtemps, comme à la station Lorenzi. Chrisinda. Et oui, cette station d'essence a vu le jour à la fin des années 50. Celle que l'on surnommait affectueusement la station Lorenzi a été rachetée en 2004 par Grégory Romano, distributeur et producteur de carburants alternatifs décarbonés. Un entrepreneur, vous allez le voir, qui fourmille d'idées. Je vous propose de l'entendre tout de suite. Cette station, elle a plus de 70 ans. Elle était jumelle avec une station qui était juste en face, devant les ascenseurs de Carrefour. Alors celle-là, elle a disparu, mais celle-ci reste encore. Et elle a su évoluer dans le temps, celle-ci. Papa est arrivé à Monaco dans les années 80. C'était un homme autodidacte qui a fait toute sa carrière en Afrique, de façon assez difficile. Quand il est arrivé à Monaco, il a récupéré une entreprise qui était centenaire, qui faisait déjà des produits pétroliers, mais qui avait évolué avec le temps, qui vendait du fourrage au palais pour les chevaux de calèche au XIXe siècle, et qui après a suivi les évolutions des carburants fossiles. Et nous, depuis les années 2007-2008, on est en phase de sortir des carburants fossiles. Depuis avril 2020, on ne vend plus de carburant de pétrole à base de pétrole à nos clients professionnels. Aujourd'hui, tout le monde l'utilise. On a plus de 2500 véhicules qui s'arrêtent ici tous les mois pour le consommer. Ça va des véhicules de l'administration monégasque avec la totalité des véhicules thermiques de la mairie ou du DO, des véhicules de la centrale à béton, tous les camions de la centrale à béton, des engins de chantier, des tractopelles, des groupes électrogènes. Je pense quasiment tous les groupes électrogènes, par exemple des parkings publics de Monaco. Au lieu de consommer du gasoil de pétrole, ils consomment ça. On n'est pas juste distributeur, on est aussi producteur. On a un appareil, un synthétiseur qu'on a développé depuis le début des années 2008, qui maintenant est fonctionnel. Ce produit-là synthétise 90% de diesel et 10% de sang blanc. Quel est l'avantage de ce carburant? Alors il est double. Il y a 2 avantages environnementaux, la pollution locale et le bilan carbone. Le bilan carbone est quelque chose d'assez diffus, il dépend de la chaîne totale de fabrication et de distribution. Et on baisse ce bilan carbone, de 92% en moyenne en ce moment. Et ensuite, il y a les polluants locaux. Donc baisse des particules fines, baisse de l'oxyde d'azote, totalité baisse du soufre. C'est un carburant qui n'est pas du tout soufré. À l'inverse des carburants fossiles qui eux sont soufrés, ils ont des métaux lourds, ils ont des produits cancérigènes. Il est non cancérigène, il est biodégradable. Si j'en renverse dans la nature, en 30 jours, il n'y en a plus. Il est non toxique. Par exemple, pour le milieu marin, c'est juste fantastique. Cet été, on a fait une 30aine de yachts. Vous étiez venu nous filmer, Monaco Info. On a fait un yacht qui s'appelle le Langoustine à Cap d'Aille, qui est un yacht qui a une quinzaine d'années. Il est entièrement décarboné avec un carburant qui est 100% biodégradable. Demain matin, ce yacht, j'espère pas, coule. Ce qu'il a dans ses soutes n'est pas un problème. Et puis la station, bien sûr, continue de regorger de projets. Alors, prochain objectif, poursuivre la mise en place de micro-synthétiseurs pour recycler les déchets en circuit ultra court et également la création de barges d'avitaillement de carburant durable pour le secteur de la plaisance afin de le rendre accessible à Monsieur Tout-le-Monde. Voilà une station-service historique mais qui avance avec son temps. La journée de dimanche nous a fait oublier les conditions météo très mitigées de la semaine. Est-ce que le retour du soleil va se confirmer demain lundi? Yannick de Bever, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le soleil semble bien décidé à s'éterniser à Monaco et donc il fera encore très beau ce lundi.
Les températures sont douces avec 20 degrés dans la matinée et 24 dans l'après-midi. En ce lundi 25 septembre, nous célébrons Saint-Hermann. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles, dimanche compris sur Monaco Info. Demain à 19 h, vous retrouverez Émilie Rousseau. Je vous souhaite une belle fin de week-end et un bon début de semaine. On se quitte avec le flashback de la semaine.